Au cours des 18 dernières années des données disponibles, l'aide publique au développement a atteint la somme, tenez-vous bien, de 1729 milliards de dollars américains. Et plus de la moitié de cette somme ont été accordées en Afrique, soit 805 milliards de dollars. De cette moitié, plus de 87% ont été accordés en Afrique subsaharienne. Vous allez vous dire, c'est bien normal, l'Afrique étant le continent le plus pauvre, mais la question qu'on doit se poser est de savoir quelle était la situation de l'Afrique au début de cette aide publique au développement et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Les résultats est contradictoire à ce qu'on pouvait s'attendre en effet. Il a été constaté que malgré les déploiements massifs de cette aide en Afrique, la population pauvre est en constante croissance, soit la population qui vit de moins de 2 dollars par jour. En effet, aujourd'hui, plus de 75% de la population pauvre dans le monde vivent en Afrique, alors qu'en 1970, l'année durant laquelle cette aide a commencé, l'Afrique ne représentait que 10% de cette population. En plus de cela, beaucoup de pays africains deviennent de plus en plus endettés. Prenons le Ghana par exemple. Sa dette publique a plus que doublé depuis 2012 et s'élève actuellement à plus de 85% de son produit intérieur brut. Cette partie introductive avec différentes données que nous avons présentées devant vous nous permet de nous poser des questions suivantes. L'Afrique est-elle obligée de recourir à l'aide publique au développement? Cette aide n'est-elle pas un piège pour l'Afrique? Et si c'est le cas, comment en sortir? Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Si déjà par le passé, certaines autorités africaines s'insurgeaient déjà contre cette aide, c'est parce qu'elle n'est pas du tout une aide comme on la souhaiterait. En réalité, l'aide publique au développement ne crée non seulement pas la dépendance, mais amplifie également la pauvreté. Tenez, il a fallu un financement à la valeur actuelle de 173 milliards de dollars seulement pour le plan Marshall, et cela a permis à l'Europe de se remettre sur pied, de se reconstruire pendant une période de 7 ans après la Seconde Guerre européenne. C'est ce plan Maréchal qui a aussi été à l'origine de l'aide publique au développement dont on parle aujourd'hui et qui a été annoncé par le président américain Truman. Cependant, pour l'Afrique, nous avons atteint des sommes astronomiques, mais sans aucune différence. Et d'ailleurs, la situation va de mal en pire. La différence entre l'aide publique au développement faite à l'Afrique et le plan Maréchal réside au niveau décisionnel. En effet, pour le plan Maréchal, les dirigeants européens décidaient dans quel domaine, dans quel secteur investir pour atteindre les objectifs de développement, ce qui n'est pas le cas pour les pays africains. Pour les pays africains, ils reçoivent de l'aide dans les domaines qui sont déterminés par les pays donateurs, mais qu'en plus de cela, ces domaines ne sont pas souvent les domaines producteurs de richesses. Ils peuvent recevoir de l'aide notamment dans les domaines de l'éducation et non pas au niveau universitaire, mais plutôt au niveau primaire avec un programme grandement consacré à la grandeur de l'Occident et au déni parfois de l'Afrique elle-même. Nous pouvons parler également du domaine sanitaire comme la construction de sources d'eau potable. Nous ne disons pas que c'est inutile,
mais ce ne sont pas les domaines de prédilection permettant à ces pays de pouvoir se développer. Encore faut-il savoir que la plus grande partie de cette aide, soit plus de 90% comme c'est le cas de la France, est accordée sous forme de prêts que ces pays doivent pouvoir rembourser. Mais qu'en plus de cela, ces pays se retrouvent souvent dans l'incapacité de pouvoir rembourser ces dettes-là. Sur les 9 milliards annuels que la France octroie à l'Afrique, seulement 300 millions sont des dons, le reste, c'est des prêts. Est-ce que c'est viable pour les économies africaines? Que pensez-vous, Claude Wilfried et Kanga, de l'aide au développement? Bon, évidemment, merci d'avoir posé les questions. Puisqu'il s'agit de la France, justement, nous sommes en France ici. Vous avez mentionné les chiffres que la France apporte aux Africains pour les aider. Mais prenons l'exemple du cas de la ville de Paris. Nous sommes ici, on voit par exemple à la gare de l'Est ou à la gare du Nord, tous ces sans-abri sans moyens. On voit le fait que Emmanuel Macron a dû raccourcir le budget de l'armée de près de 850 millions d'euros. On voit le fait que Siemens, le constructeur allemand ferroviaire, et Alstom, le constructeur français, ont commencé à parler de fusion pour contrecarrer la concurrence chinoise. On voit comment la France a un PIB qui est presque l'équivalent de sa dette, c'est-à-dire on a près de 2200 milliards d'euros. On se demande donc, logiquement, comment un pays qui présente de telles carences, qui a des problèmes d'une telle envergure, peut être celui-là qui prétend aider les autres alors qu'il est dans les capacités de résoudre ses propres problèmes. Dans ce registre-là, on peut se dire, avant même de se demander ce qu'on pense, ce qu'il y a à penser de l'aide au développement, on peut se dire, est-ce que ces pays-là qui prétendent même exercer cette aide au développement-là envers des pays dits moins avancés, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Et évidemment, vu que la situation, comme je viens de le présenter dans le cas d'un pays 5e puissance économique mondiale officiellement, mais qui a d'énormes problèmes internes officieusement, vu que l'économie d'un pays comme ça est assez maraude, ou alors, voilà, quand on se projette un peu dans l'avenir, il y a une sorte d'impression de déclin que ça pourrait y arriver. On se rend donc compte que cette aide-là n'est qu'un mécanisme ouvert. Il y a le concept de l'iceberg qui a été mentionné ici, n'est qu'un mécanisme ouvert pour, dans les coulisses, s'arroger des intérêts qui vont permettre à ce que la situation économique pour les intérêts de la France essaie d'être portée vers le haut. Vous ne croyez pas à la solidarité internationale? Pas du tout. Il n'y a pas de solidarité internationale. Il n'y a que de la ruse, de la malice. Et comme Jean de La Fontaine disait, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette situation révèle une arnaque dans le sens que la France, dans sa situation économique actuelle, est normalement dans l'incapacité de continuer à prêter à l'Afrique juste par bonne foi. Mais s'ils continuent à le faire, c'est parce qu'ils en tirent profit. C'est de cette manière-là qu'ils mettent la même mise sur des ressources naturelles de l'Afrique à des vilains prix. Raison pour laquelle nos dirigeants africains devraient cesser à recourir à tout moment à cette aide. Et d'ailleurs, il existe un moyen beaucoup plus facile pour en sortir. Le fait de dire qu'on ne trouve pas l'argent pour investir, pour moi, c'est très compliqué à affirmer, oui ou non. Parce qu'en fait, je crois que tout l'argent, toute la richesse, s'il faut parler de la richesse, d'un homme, et j'en parlerai quand on trouvera d'autres sujets, entre ces deux oreilles-là. Donc, ne pas vouloir dire qu'on ne trouve pas de l'argent veut dire vouloir dire qu'à l'intérieur de la tête, c'est vide. Je prends un pays comme le Niger, pays super pauvre. L'un des plus pauvres au monde. L'un des plus pauvres au monde, mais pays super riche. Potentiellement. Potentiellement, si vous voulez. Il a des mines d'or, de cobalt, d'uranium surtout. Je veux parler surtout d'uranium. est célèbre pour l'uranium, justement. Et de l'or. Comment quelqu'un peut avoir ça et dire qu'il n'a pas d'argent? J'ai un problème. Ça ne peut être qu'un problème intellectuel. Mais vous savez qu'il y a aussi l'exploitation de ces ressources qui nécessitent des capitaux. Très bien. Est-ce que vous admettez que je peux, si je veux utiliser ça, je peux prendre 50% pour vendre et garder 50% pour exploiter par moi-même? Et je vends ça, j'ai de l'argent. C'est un problème simple, intellectuel. J'en finis là. Je peux prendre 30% pour vendre et je garde 70%. C'est fini. Mais ce n'est pas tout. C'est que j'ai les mines d'or
Et c'est le cas de Niger. Mais c'est aussi le cas de Burkina Faso. C'est aussi le cas du Mali. Du Mali. Mais monsieur, la monnaie, et peut-être tout à l'heure vous parlerez de votre franc CFA, la monnaie, à l'origine, c'était basé sur instruments matériels de valeur. Je précise, instruments matériels de valeur. J'ai dit d'abord le cori, après le bronze, après l'or. Maintenant, je m'arrête à l'or. L'or, le Mali a. Qu'est-ce qui l'empêche, sincèrement, d'exploiter toute cette or-là, creuser même pas avec la population, n'aime pas les machines, avec la population qui l'a, les mettre dans les coffres chez lui, et je dis que je mets ma monnaie sur cette base. Tous ceux qui auront acheté 1 kilo d'or, c'est-à-dire de mon argent, de mon nom là, le papier que je vais émettre et qui représente 1 gramme d'or, viendront chercher 1 kilo d'or. Le monde entier va courir. Et j'aurai l'argent qu'il me faut. Et peut-être le financement en amont de tout. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. J'ai à quoi financer. Je dis qu'on va. Je vous ai dit que je demande à la population d'aller creuser avec leurs mains, leurs houes. Je leur donne les houes et les mains. J'achète même un caterpillar, je leur donne. Et n'oubliez pas que dans ces pays, cela se fait déjà. C'est-à-dire... Oui, il y a une exploitation manuelle, artisanale, comme on l'appelle, qui se fait donc, ça veut avec dire tous les risques aussi. Qu'est-ce qu'il y a sans risque? Oui, je suis d'accord, j'ai relevé juste je veux avoir ça se de fait avec l'argent. Oui. Maintenant, si tu laisses ça, et tu vas aux institutions de Bretton Woods, et qu'est-ce que j'en sais? Pour dire je veux de l'argent, il va te donner ses conditionnalités. Or, ces conditionnalités sont là pour justement t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Alors, tu tournes en cercle vicieux. Donc, je voudrais que vous vous réveilliez pour savoir que la solution de votre problème, c'est vous. C'est à ça que je veux conclure. La solution de votre problème, ce n'est pas l'autre. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.